Day Trading, le podcast, le fameux stop loss, deuxième partie. Bien le bonjour à tous. On est bien heureux de pouvoir poursuivre, dans le fond, cette quête vers la sécurité dans notre trading en se protégeant adéquatement avec le stop loss et où on en était rendu avec François parce qu'on a quand même discuté on a argumenté, si on veut, les raisons de l'utiliser ou de ne pas l'utiliser. On espère que ça vous a permis de cogiter et de réfléchir là-dessus. Mais où on était rendu, c'est qu'on parcourait les types de stop loss. Donc, on va continuer dans notre démarche pour voir qu'est-ce qui existe, puis qu'est-ce qui est, dans le fond, disponible pour vous comme outil pour pouvoir placer vos stops. Donc, un autre type de stop loss qu'on a de disponible, c'est ce qu'on appelle le stop suiveur ou le trailing stop en anglais. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que le stop, on va le faire bouger en même temps ou manuellement ou par étapes, mais en fonction, est-ce que le prix s'en va dans la bonne direction en fonction de ce que j'avais planifié. Puis s'il s'en va dans la bonne direction, je vais bouger mon stop loss pour diminuer ma perte graduellement au fil du temps et éventuellement en venir jusqu'à sécuriser un profit aussi pour laisser courir la trade. Donc, un trading stop, ça peut être théoriquement à l'infini. Le trading stop, il est beaucoup utilisé par les traders de tendance, hein, ceux qui vont, les turtles là, qu'on entend parler, si vous avez déjà lu un petit peu là-dessus. Ils vont essayer d'aller chercher des fois des ratios de gain-risque de 30 fois, ou ils vont essayer d'aller chercher le gros coup de circuit, et ils font ça souvent avec l'aide de stop suiveurs comme ça. Donc, les stratégies qu'on peut utiliser, c'est qu'on va, de façon dynamique, comme je disais, suivre le prix, mais ça peut être tout aussi simple que de dire je vais suivre une moyenne mobile et au fur et à mesure que la moyenne va monter avec mon prix, je vais bouger mon stop. Ou on peut l'automatiser aussi avec des robots. Il y en a d'autres qui vont y aller avec le ATR que François a parlé dans le dernier épisode, de dire je vais toujours rester à un certain ATR de... Ça peut être 1 ou ça peut être 2 fois l'ATR, ou ça peut, c'est vous à le déterminer, là. Ou des fois, au fur et à mesure que vous allez avoir des supports résistances, que le marché va monter, vous allez venir vous accoter en dessous des supports, pour monter graduellement. Donc, dans des cas comme ça, ça se fait manuellement. Et ce qu'il faut retenir, je trouve, du trading stop, c'est que psychologiquement, il faut être prêt à laisser de l'argent sur la table parce que c'est automatique que quand vous allez être sorti, c'est parce qu'il va y avoir eu une baisse dans le marché. Toujours si on est au long, là. Si on est short, c'est différent, mais dans le sens que si le prix est allé à un certain niveau, puis vous avez bougé votre stop, il va, à un moment donné, se faire frapper, puis vous allez avoir une perte. Mais ça peut être un profit quand même, mais vous allez avoir un montant que vous allez laisser sur la table. Pendant que tu parlais de tout ça, je t'écoutais et puis je voulais un exemple concret là, pour visualiser ça pour nos auditeurs. C'est super, je dis pas c'est super important, mais un stop suiveur, c'est une bonne façon, comme Patrick il dit, d'attraper un gros mouvement d'un titre. Vérifiez avec vos plateformes bancaires, ils appellent ça stop suiveur en français. Vous pouvez mettre un stop suiveur, exemple, comme Patrick il dit, mettons, à chaque fois que ça fait un nouveau haut, vous pouvez mettre un stop en pourcentage ou en argent. Donc, si un titre fait un nouveau haut, puis mettons, vous mettez un stop à 5 %, si le titre retombe de 5 %, eh bien, il va vous stopper. Ou vous pouvez dire, on va dire 5 $. À chaque fois que le titre monte, fait des nouveaux hauts, il y a un repli de 5 $, il va vous sortir. Mais un exemple concret. Aujourd'hui, on est le 2 novembre, et puis... qu'est-ce qui est à la mode de ce temps-ci? Les véhicules électriques et Tesla. Bon, si vous suivez Tesla, exemple, quelqu'un qui aurait dit, parce que j'en parlais avec un autre membre, Marc Laliberté, puis il dit, Colin, moi, ces mouvements-là, j'aime ça les attraper, mais là, il n'a pas réussi, mais parce qu'il s'est fait stopper plus tôt, mais il a quand même eu un bon profit. Mais bref, où je veux en venir avec le stop suiveur, exemple, avec Tesla, là, mi-août. Si on s'en va à la mi-août, le titre était à 650 $, puis aujourd'hui, il est à 1200 $ environ. Il a pratiquement doublé. Si vous regardez le graphique, là, puis les véhicules électriques ont quand même le vent dans les voiles de ce temps-ci, si vous aviez mis un stop suiveur, on va dire de 10 % sur Tesla, eh bien, tout le mouvement, vous l'auriez attrapé. Si vous regardez de mi-août à aujourd'hui, le 2 novembre, le titre a pris environ 600 $. Donc, avec aucun repli. Je crois que le plus gros repli qu'il y a eu du titre, c'est 5 %.
Donc, encore là, à combien qu'on met notre stop suiveur, utilisez l'outil ATR. Allez-y selon les mouvements de fluctuation. Tesla, c'est quand même un titre volatile. Il peut bouger de 2, 3, même 5 dans une journée. Donc, c'est sûr, si vous mettez un stop à 5 ça se peut que vous faites stopper au courant de la journée, mais mettons, on va dire 10 Je n'ai pas vérifié l'ATR pour le titre de Tesla. Mais si vous avez mis un stop à 10 un stop suiveur, eh bien, vous auriez attrapé pratiquement, le titre a monté là, de 650 à 1200, ça représente environ 85 Donc, vous auriez eu un gain de 85 Donc, pour chaque investissement de 100 dans Tesla, vous auriez eu 85 de profit sans vous faire stopper, malgré les volatilités au courant de la journée. Donc, regardez ça. Allez sur Google, tapez Stop Suiveur, Trailing Stop en anglais. Regardez avec les ATR le titre qui vous intéresse dans TradingView. Puis faites du backtesting. On aime ça, dire aux membres de faire du backtesting. Faites du backtesting. Regardez comment les titres replient en général quand ils replient, ceux que vous suivez. Puis mettez-vous un stop suiveur peut-être un peu plus élevé du repli. Et puis ça va vous permettre peut-être d'attraper une grosse tendance. Là. C'est très pratique le stop suiveur pour des titres à forte volatilité. Je dis forte volatilité, à forte impulsion, donc qui ont beaucoup de mouvements à la hausse ou à la baisse. Donc, c'était ma parenthèse là-dessus. C'est très intéressant. Puis c'est vrai que les chiffres, ça impressionne. Oui. Puis malgré, si tu dis 10 il va y avoir le sommet. Puis à un moment donné, ça rebaisse de 10 tu vas te faire sortir, mais tu vas avoir ramassé méchant gros morceau. Là. C'est ça. Ça fait partie de la game. Là. On avait parlé peut-être dans l'autre podcast. Le day trading ou le swing trading, on ne peut pas acheter le bas puis vendre le top. Mais entre les deux, on essaye de bien faire. Là, c'est ça. Mais c'est plus une approche ça peut être. Tu peux trader à court terme, mais c'est plus une approche de tendance. Donc, tu veux rester là le plus longtemps possible tant que le marché te permet de continuer d'encaisser, dans le fond, de devenir plus à profit. C'est ça. Donc, c'est une très belle approche. Vous l'explorerez, comme dit François, puis vous le backtesterez. Ensuite de ça, un autre type de stop-loss, le stop-loss partiel. Donc, on va fermer seulement une position une portion de notre position. Mais là, je dis que c'est un stop-loss, parce que souvent, on fait ça, mais en réalité, on encaisse un profit, puis là, on laisse une partie. Fait que c'est pas nécessairement, c'est pas toujours en prenant un stop-loss. Des fois, on le fait manuellement, mais là, dans l'exemple ici, je réfléchis à voix haute en parlant, en plus. Oui. C'est qu'un stop-loss partiel, ça voudrait dire que quand ça descend, comme tu as dit tantôt, Apple, mettons, qui descend, puis les fondamentaux sont bons, on peut vendre juste une partie de notre position, donc ça devient un stop-loss partiel. C'est un exemple très concret. Ou, bien non, un titre ou le Forex, ou peu importe, un penny stock, peu importe, on fait un swing trade sur un titre, puis on fait un petit 5 vite de profit, mais on peut vendre la moitié, puis l'autre moitié, on met notre stop. Avant, vous aviez mis votre stop peut-être en bas d'un support ou une moyenne mobile, mais la portion qui vous reste, mettons, vous vendez 50 l'autre 50 de votre actif, mettons, vous aviez 200 à Apple, mais vous en vendez 100, mais l'autre 100 qui vous reste, vous mettez votre stop loss à break-even, à votre coût de prix d'entrée. Donc, si vous avez acheté Apple, on va dire à 150 ça monte à 153, vous prenez la moitié des profits. La balance de votre position, vous mettez votre stop à break-even, donc à votre point d'entrée, 150 votre transaction ne vous coûte plus rien. Donc, vous déplacez votre stop-loss. Ça devient un stop-loss partiel. Au lieu de vendre 200 actions initialement, on va dire à 149 mais là, ça devient un stop-loss partiel de 100 actions à break-even, à notre point d'entrée. Il y a une belle expression en anglais, on appelle ça une free trade. Oui, effectivement. C'est comme une trade gratuite ou une trade de liberté, parce que là, Grim est là, puis ça peut juste être positif, ou à la limite zéro. Effectivement, ça peut devenir notre fameux home run que tout le monde cherche. Là. Exact. La transaction est gratuite, puis si, exemple, vous l'aviez fait sur Tesla, vous aviez acheté 2 actions, mettons. Mais vous prenez un profit partiel, puis votre point d'entrée, on va dire, c'est 700 $. L'autre action qui vous reste, vous dites, mais moi, je vais mettre mon stop à 700 $. Si le titre retourne jamais là, exemple, mettons, on prend l'exemple le Bitcoin, qui a passé de 17 000 à 3 000, qui a remonté, puis là, il n'y a pas beaucoup de repli, mais c'est un beau home run. Là. Fait que c'est une autre façon de voir ça. Oui. Un autre type de stop-loss, en fait, c'est plus une comparaison entre le stop-loss et le stop-limit.
Le stop limit, ça nous a fait discuter tantôt ça avant d'enregistrer. Donc, la différence, c'est qu'un stop loss, il faut le voir comme un ordre au marché. Donc, c'est-à-dire qu'on va passer l'ordre, mais il n'y a aucune garantie qu'on va obtenir le prix de ce stop-là. Autrement dit, s'il y a une grande volatilité ou il manque de liquidité, bien, ça se peut qu'on ait un moins bon prix qu'on avait voulu. Tandis qu'un stop limite, ça, c'est une instruction qu'on donne aux courtiers comme quoi que si on n'a pas ce prix-là, bien, l'ordre n'est pas exécuté. Donc, il y en a un qui est plus dangereux que l'autre. Je ne sais pas ce que tu en penses. Bien, effectivement, quand on regarde pour le trading, quand on parle de stop loss, souvent de base, on parle un stop loss au marché, une perte au marché. Donc, si le titre passe de 10 à vite, vous mettez votre stop à 9,50 bien, il va essayer de vendre à n'importe quel prix. Donc, comme Patrick dit, si vous transigez des titres un peu illiquides ou qu'il n'y a pas beaucoup de volume, bien, vous n'allez peut-être pas vendre 9,50. Ça se peut que vous allez vendre peut-être 9,40, 9,35 ou même 9 $. Mais généralement, sur des titres liquides, qui ont beaucoup de volume, de la qualité, pas nécessairement de la qualité, mais qui a quand même beaucoup de volume, généralement, un stop au marché, vous allez être exécuté à votre prix. Mais versus le stop limit, Patrick puis moi, on n'aime pas trop ça. Ça fait peur. Un stop limit, c'est si vous voulez vendre à 10 $, exemple, en stop, puis avec une limite de 9,50, bon, ben, si votre stop de 10 $ est touché, il va essayer de vendre à n'importe quel prix jusqu'à 9,50 $ maximum. Mais mettons qu'il y a une poche d'air, puis il n'y a pas beaucoup d'acheteurs ou il n'y en a pas. Mais si vous n'allez pas vendre 10 $ jusqu'à 9,50 $, vous n'allez même pas vendre 9,50 $, votre ordre va rester dans le marché, offert à 9,50 $. Puis si le titre dégringole à 8,75 $, 8,50 $, 8 $, vous allez être toujours en position parce que vous avez indiqué à votre courtier ou votre robot, votre plateforme, une limite. Je veux vendre à 10 $ avec une limite à 9,50 $. Donc, moi, j'aime pas trop ça. Je m'assure de trancher des titres un peu plus liquides. Puis je mets tout le temps des stops au marché parce qu'un stop, à la base, c'est quand on veut sortir qu'on n'a pas raison. Donc, moi, si j'ai pas raison, peu importe le prix, sortez-moi. Donc, c'est pour ça que j'y vais avec des titres un peu plus de qualité ou avec un peu plus de volume. Puis, quand je dis de la qualité puis du volume, c'est pas nécessairement des titres à 100 $ comme Apple que je vous parle. Exemple, aujourd'hui, un titre qui a beaucoup bougé, on va dire OLB, qui a passé je pense, elle a monté à 150 %. Mais c'est un titre, je ne veux pas dire que c'est un titre de cochonnerie, mais c'est un titre qu'on n'en parlait pas beaucoup, mais il y a eu beaucoup de volume aujourd'hui. Donc, même si c'est un titre, on va catégoriser de cochonnerie, mais il y a eu beaucoup de volume. Donc, même si vous mettez un stop au marché, vous allez risquer de sortir pratiquement au même prix ou peut-être 1 ou 2 cents plus bas. Donc, l'important, c'est d'y aller stop au marché sur des titres qui ont quand même beaucoup de volume. Oui, parce que le stop limite, comme tu disais dans ton exemple, à maximum, au minimum 9,50 $, s'il dépasse ça par en bas, là, tu croises les doigts et tu espères qu'il remonte pour t'enclencher. Sinon, il faut qu'il remonte pour t'enclencher. C'est la situation qu'on ne veut pas attendre que ça remonte. Ben, c'est ça. Fait qu'on ne souhaite pas ça, mais l'outil existe. Il y a des gens qui... C'est ça. On jase, là. Je vais faire encore une parenthèse. Bombardier, tout le monde connaît le titre Bombardier. Dans le temps de nos grands-parents ou de nos beaux-parents qui achetaient du Bombardier, on va dire à 25 $. Puis il dit, moi, je veux vendre mon Bombardier à 24 $ avec une limite à 23,75 $. Mais si la limite n'a pas passé, si le titre n'a jamais revenu à 23,75 $, ben aujourd'hui, il possède toujours son Bombardier qui vaut 2 $. Là. Donc, tu sais, on voit, là, c'est des gros chiffres, là, mais c'est juste pour imager, là, c'est important de mettre un stop au marché, selon moi. C'est des gros chiffres, mais c'est un vrai danger. Il faut en être conscient. Oui, c'est ça. Une autre réflexion qu'on peut avoir sur les stop-loss, il y a des gens dans le Forex, il y en a beaucoup qui font ça, ou il y a d'autres stratégies même dans les actions, mais au lieu de mettre un stop-loss, il y a des gens qui vont vouloir faire un hedging. Donc, dans le Forex, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont prendre une position inverse. Donc, quand on fait ça, je pense qu'on en avait parlé dans un autre podcast, si je me souviens. Puis, dans le fond, quand on fait ça, c'est comme si là, peu importe ce que le prix fait, on ne fait plus de profit, on ne fait plus de baisse. Ça reste stable. Fait que là, ça, c'est une approche que moi, je n'utilise pas, François non plus, pas vraiment, mais il y a des gens on dirait qu'ils ont envie de décider quand ils vont sortir eux-mêmes. Il y en a qui font ça. Donc, ça existe. Il reste à voir l'utilité, mais sinon, tu avais une méthode avec les options, François, quand
que tu m'avais parlé avant l'enregistrement. Là. Oui, Peut-être tu peux partager aux gens. ben c'est ça. Tu parles beaucoup de hedging, là, c'est surtout dans le milieu du Forex, là, mais pour le marché des actions, exemple, vous possédez un titre, puis vous ne voulez pas vous en débarrasser, mais vous avez peur au fameux repli, au fameux pullback. On va prendre de Tesla, qui a passé de 600 à quasiment 1200 $. À vérifier les chiffres, c'est-tu vraiment 1200, mais peu importe, au-dessus de 1000 $. Puis là, vous dites, Colin, je crois que Tesla va retomber, mais je l'aime le titre, je veux le garder. Qu'est-ce qu'on fait pour se protéger? Là, encore là, c'est technique, allez lire sur Google là-dessus, mais il existe différentes stratégies pour se hedger, pour se protéger nos gains. Vous pouvez, exemple, si vous possédez 100 actions d'un titre, vous pouvez acheter une option de vente, un put. Quand on achète un put, ça représente 100 actions. Il faut au moins posséder 100 actions. Donc, si vous possédez, je vais dire 100 actions de Tesla, c'est quand même beaucoup, là, mais peu importe n'importe quel titre, si vous possédez 100 actions d'un titre X, Y, Z, il a fait une forte poussée, vous voulez toujours rester en position, puis vous voulez profiter de la baisse peut-être du marché. Une façon de se hedger, mais on achète un put, une option de vente. Donc, si le titre replie, vous allez perdre de l'argent sur papier avec votre action, mais vous allez en faire sur papier avec votre option put. Donc, c'est quand même complexe, là, mais allez lire sur Google là-dessus. C'est une belle façon de se protéger sans se débarrasser de son titre. Donc, une option put, une option de vente. Merveilleux. Prochaine approche qu'il y en a qui vont choisir, ça, c'est un petit peu les gens qui sont un peu qui ont peur de se faire surveiller par Big Brother ou qui ont peur de se faire chasser leur stop par les courtiers ou par les méchants, je ne sais pas qui du marché. Les méchants market makers qui connaissent les stops. Les market makers, puis donc c'est des robots. Donc on va, dans le fond, au lieu d'envoyer un ordre au courtier, il y a un robot qui va être dans ton ordinateur, que tu vas déterminer que rendu à tel prix, il va te sortir. Donc, l'ordre n'est pas passé. Ça va être une ordre au marché, comme si on appuyait nous-mêmes sur le bouton avec notre stop mental, mais il y a quand même un logiciel qui gère ça. Ça, le but, c'est pour ne pas faire voir nos stops, pour pas qu'on les voit, pour pas que le courtier sache on est où. Mais dans les faits, soyez conscient que même s'il ne voit pas votre stop à vous, puis entre vous puis moi, votre stop ou le mien, on s'entend que dans l'incommensurable grandeur du marché, c'est une goutte d'eau dans l'océan, là, notre stop personnel, notre petit montant, ils savent pareil, ils sont où les stops. On les sait sont où les stops. C'est assez simple. C'est ça. Et puis souvent, on met ça sur le dos des mauvais market makers, les mainteneurs de marché. Ils savent sont où les stops. Oui, ça peut arriver que certains courtiers peuvent savoir sont où les stops sur des stocks un peu moins liquides. Mais sur la plupart des gros titres, sur la plupart des titres de qualité qui ont beaucoup de volume, souvent, c'est la bourse qui gère le stop. Donc, quand vous envoyez une commande, votre commande est envoyée à la bourse et c'est la bourse qui gère le stop. Donc, à moins que la bourse, exemple le Nasdaq, décide de faire de la fraude puis vendre vos stops, je pense pas que ça peut arriver, là. Tout va bien aller. Donc, tu sais, ceux qui pensent que tout le monde connaisse vos stops, on en a déjà parlé dans d'autres podcasts, mais on se répète un peu. Mais simplement prendre le graphique, vous prenez des supports, des résistances, pas besoin de payer quelqu'un, là. Vous le savez que les stops de vente sont en bas du support, puis les stops d'achat sont au-dessus des résistances. Donc, mais comme Patrick dit, si vous avez peur que la bourse connaisse votre stop ou que le market maker, allez sur Internet, il y a des robots qui gèrent vos stops manuellement. Donc, si ça va toucher un certain prix, il va envoyer la commande instantanément avec votre plateforme. Mais encore là, c'est pas la bourse qui gère votre stop. Donc, ça se peut qu'il y ait un petit peu de slippage là, par le temps que si vous voulez vendre à 9,50, la bourse va vendre généralement à 9,50 au bon prix, mais vous, vu que vous utilisez un outil externe, par le temps, dépendamment de la rapidité de l'exécution de votre vitesse Internet, de votre plateforme, de votre ordinateur, mais au lieu de vendre 9,50, ça se peut que vous vendiez 9,48. C'est pas la fin du monde. Mais 2 sous ici, 2 sous là, au bout de la ligne, ça peut paraître. Là. Donc, c'est ça. Comme Patrick dit, il y a des robots qui peuvent gérer ça, mais moi, j'aime mieux mettre mon stop à la bourse, puis c'est eux autres qui gèrent ça, puis je m'en inquiète pas. Puis le défi technique, c'est que le stop, il est dans ton ordinateur ou dans ton serveur. C'est toi. Là, fait que si ça plante de ton bord, il n'est plus là. Tandis que quand il est rendu à la bourse, il est rendu. Fait que c'est ça. C'est plus sûr, je trouve.
Hier, j'ai manqué d'électricité pratiquement toute la journée. Donc, j'ai un battery backup. Encore là, écoutez les anciens podcasts. C'est important d'avoir un battery backup et une génératrice. Tu sais, pour 10 minutes, c'est pas grave, mais pour une journée, je l'ai aimé, ma génératrice hier. Mais encore là, si vous gérez vos stops manuellement, vous n'avez pas de génératrice, vous n'avez rien. Je sais qu'on a le téléphone maintenant, là, mais tu sais, quelqu'un qui n'a pas accès à ça, mais votre stop que vous avez décidé de gérer de votre bord tout seul, s'il manque d'électricité pendant 10 minutes, mais ça peut être la fois que ça vous coûte super cher. Là. Donc, c'est ça. Voilà. Et là, on va lancer un petit duel, dans le fond, pour rendre ça un peu loufoque. Là, c'est que, dans le fond, on a parlé de différents types de stops. Puis là, on va lancer un duel pour savoir lequel va gagner, lequel on doit privilégier, dans le fond, entre le stop-loss fixe et le stop-loss suiveur. Donc, on va regarder ensemble avantages et inconvénients de chacun assez rapidement. Là. Mais tu sais, on a déjà parlé un petit peu, mais le stop-loss fixe, l'avantage numéro un, l'avantage, c'est un fait, là, c'est que la perte, elle est prédéterminée. À moins de vraiment qu'il y ait, comme tu disais, un slippage de fou ou que le marché y arrive de quoi, de hors norme, on s'assure, dans le fond, de protéger avec une assurance mentale, de savoir, regarde, mon risque, c'est ça. Après ça, si on compare, dans le fond, au stop-loss suiveur, la perte, elle est non déterminée. En fait, elle est déterminée quand même aussi, mais elle est non déterminée à la baisse. Autrement dit, le stop-loss suiveur va toujours faire en sorte que notre perte va être toujours de plus en plus petite ou on va avoir du profit qu'on accumule. Tandis que le stop-loss fixe, lui, il ne bouge pas. Fait que, tu sais, donc ça, il peut avoir des avantages pour le stop-loss suiveur ou pour les gens qui décident, dans le fond, de choisir le stop-loss fixe, tu sais, parce que, tu sais, mentalement aussi, il y a des gens qui vont l'enclencher, le stop-loss suiveur, tout de suite, puis qui va suivre le prix à la seconde. Mais ça, c'est sûr, tu vas te faire sortir plus souvent. Parce que le prix, s'il va du bon bord puis il revient, toi, ton stop, il a bougé. Donc là, tu te fais enclencher plus souvent dans le stop-loss suiveur. Donc ça, c'est moins le fun. Donc le stop-loss fixe, il se fait moins souvent enclencher. Donc tu as plus de chances de te rendre à ta cible. Après ça, le stop-loss fixe, les pertes vont être plus grosses généralement que le stop-loss suiveur. Parce que le stop-loss suiveur, à moins que le prix ait décidé de partir du mauvais bord puis de se rendre directement à ton stop, il va monter, puis normalement, tu vas ajuster des choses. Donc, il y a un petit avantage là aussi. Le stop-loss fixe, plus facile à suivre. Tu fais juste comme le laisser là, puis même tu peux l'oublier. Comme je disais, moins souvent enclenché, donc ton taux de réussite va être plus élevé. Mais le stop-loss suiveur, ton taux de réussite va être moins élevé, mais tes pertes sont plus petites, mais c'est plus frustrant des fois parce que tu te fais sortir plus souvent. Donc, c'est à vous de voir. Je n'ai pas de réponse, en fait, tout qu'un duel. Oui, mais tu sais, on parle du stop suiveur. À force d'en parler, je le connais, là, je ne l'utilise pas beaucoup, mais c'est quand même très bien. Là. Si on est capable de déterminer un pourcentage qui est hors norme pour un titre de bouger, si un titre bouge de 5-6 % par jour, si vous mettez un stop loss, on va dire à 10 %, puis si le titre décide de monter, vous n'allez pratiquement jamais vous faire sortir, là, à moins qu'il y ait un gros mouvement de 10 %. Puis s'il y a un gros mouvement de 10 % sur ce titre-là, c'est parce qu'il y a eu une grosse nouvelle, puis c'est correct qu'il vous sorte. Donc, tu sais, c'est un bon duel. Là. Il n'y a pas un qui est meilleur que l'autre, mais lisez sur le stop suiveur. Mais il faut bien l'utiliser. Parce que, comme Patrick dit, on peut se faire sortir pour rien. Là. Tu sais, un petit repli de 1 ou 2 % puis le titre repart à la hausse, versus si on avait pris un stop fixe à un prix déterminé, on serait toujours en position. Donc, stop suiveur, je pense qu'il marque plus de points, mais à utiliser intelligemment. Oui, très bien dit, très bien exposé. Une autre réflexion, en fait, là, on se rapproche tranquillement de la fin du sujet, là, mais c'est quand même très intéressant. Une autre réflexion, dans le fond, qui est une pensée un petit peu à contre-courant, mais qui peut qui demande, dans le fond, d'être quand même étudié ou considéré, c'est les arguments pour ne pas utiliser de stop-loss. Pourquoi il y a des gens qui disent « Moi, j'en prends pas de stop-loss ». Il y en a qui considèrent que ton stop-loss, il augmente ton risque parce que tu te fais sortir. Ça, c'est un argument que j'ai entendu. Qu'est-ce que tu en penses, François? J'avoue, pour le day trading, ça l'arrive. Pas tout le temps. Moi, ça m'arrive pas souvent, mais ça l'arrive. Là, parfois qu'on se fait stopper pour 1 ou 2 cents puis le titre repart. Mais ça fait partie du plan de match du day trader. Et il faut des fois, c'est mieux se faire sortir 3-4 fois pour des niaiseries parce que la seule fois qu'on va tricher, qu'on se met un stop mental ou on ne sort pas,
Mais la seule fois, ça va effacer tous nos gains qu'on a fait des 5-6 dernières transactions. Donc, je crois, ça augmente-tu le risque? Je le sais que c'est frustrant quand ça arrive, mais ça fait partie du risque du métier de day trader. C'est pour le long terme, investissement plus long terme. On peut pas mettre de stop loss, mais encore là, il faut protéger notre capital. Mettez-vous un stop loss quand même à partir d'un certain prix ou selon le fondamental change. Mais bref, c'est deux écoles de pensée. Mais pour un investisseur long terme, je peux plier en disant que c'est moins important, mais quand le fondamental change, il faut quand même penser à mettre un stop loss. Là. C'est ça. Mais tu sais, ça méritait un petit peu d'y laisser un petit moment là, de réflexion, mais tu sais, dans les faits, nous, on est plus des fans de mettre systématiquement nos stop loss puis de les respecter. Là. Ça, c'est... En tout cas, on est biaisé. On est biaisé parce qu'on est plus... On n'est pas nécessairement des traders. On est des traders, mais on est swing trader à court terme. Donc, c'est sûr, notre approche. On est biaisé, mais je pense qu'on a fait un bel effort pour parler de ceux qui ne mettent pas de stop loss, puis qu'il y a certains avantages, mais il faut respecter pareil. Quand le fondamental, encore là, une autre parenthèse, Bombardier, je sais qu'il faut finir le podcast, mais Colin, on n'est pas capable, on parle tout le temps. Bombardier, depuis que c'était l'ancien propriétaire, mais l'ancien gestionnaire qui était là, M. Bellemare, le monde n'aimait pas comment il gérait la compagnie, le titre a tombé pour différentes raisons. Puis quand il y a eu un changement de garde, quand c'est Éric Martel qui est rendu gestionnaire de la compagnie, président, bien, le monde a aimé son approche. Puis le titre, qu'est-ce qu'il a fait? Il a passé quasiment de 50 cents au-dessus de 2 $. Donc, si on n'aime pas la gestion d'une compagnie, bien, on se stoppe, puis on rembarque dans le titre quand le fondamental change. Donc, ça, c'est mon point de vue stop-loss fondamental. J'ai une autre idée ici à réfléchir. Dans le fond, c'est une idée de stratégie de trading. Est-ce qu'on peut utiliser les stop-loss des autres pour trouver nos points d'entrée? Parce qu'on a dit tantôt qu'on était capable de savoir à peu près sont où les stops. Parce que les techniques, il n'y en a pas 10 000, là, il y en a quelques-unes. Fait qu'à un moment donné, on apprend à faire ça. Puis ceux qui font du stop hunting, qu'on appelle, qui chassent les stops, c'est ça qu'ils font aussi. Ils vont essayer d'identifier c'est où que les gens vont sortir pour nous rentrer là. Moi, j'avoue que je le pratique. J'aime ça faire ça. Puis je pense qu'on peut le développer aussi, cette aptitude-là, au fil du temps, d'apprendre ça. Puis on donnait des exemples. C'était un call que François avait fait sur la livre sterling, dollar canadien, je crois. Puis lui disait, OK, il est allé toucher presque mon stop-loss. Mais moi, je me suis positionné, mon entrée, où est-ce que lui était son stop-loss. Fait que moi, ce que ça a fait, c'est que je ne suis pas rentré dans la trade. Puis par 2 fois, ça a touché la cible, puis je ne suis pas rentré. Mais je l'ai vu venir 2 fois, puis fait que j'ai manqué 2 opportunités. Fait qu'il y a eu une frustration. Mais quand j'embarque dans une situation comme ça, je suis super bien positionné, par exemple. Mais ça va arriver souvent que je n'embarquerai pas. Ça, c'est frustrant, je l'avoue. Ben oui, tu pensais, mon coquin, que l'analyse n'allait pas être bonne, hein, puis j'allais me faire stopper, puis que tout allait embarquer, mais ça l'arrive. 4 fois sur 10, je vais me tromper, puis toi, tu as dit, cette fois-là, il va se tromper, je vais essayer d'en tirer profit, mais là, c'est ça. Moi, comme on dit, j'ai TP profit, puis toi, ben, t'es resté sur ta fin. Je suis resté assis sur ma chaise. C'est ça, mais c'est une technique qui fonctionne bien pareil, parce que toi, tu embarques aux extrêmes là, quand le monde a des émotions. Fait que toi, quand tu embarques, cette trade-là est vraiment payante. Là. Ouais. C'est là que le risk-reward, des fois, il est quasiment 2 ou 3 pour 1. Il est meilleur. Fait que c'est une autre technique, c'est très bien aussi. Mais c'est intéressant. Fait que là, pratiquez-vous, essayez d'identifier sont où les stops des gens. C'est intéressant, ça. Puis, tu sais, avec les techniques que vous avez, tu dirais, je mettrais mon stop là. Ben, dis-toi que si toi, tu mets ton stop là, il y a des chances qu'il y en a d'autres qui mettent leur stop à la même place. C'est une réflexion à regarder. Donc, en conclusion, écoutez, c'est un sujet qui, comme tous les sujets, nous anime. Souvent, on prépare notre stock puis on pense qu'on va manquer de matériel, mais on manque souvent de temps. Fait que c'est un heureux problème. Puis, en même temps, c'est super le fun parce qu'on finit par aller un petit peu plus en profondeur qu'on avait prévu. Donc, ça, c'est très, très bien. En conclusion, prenez du temps, soyez gentils avec vous. Prenez du temps à considérer ça puis à affiner la façon dont vous positionnez votre stop-loss en faisant du
du test, du démo, en faisant, même dans votre trading, prenez des notes. Est-ce que vous le respectez? Est-ce que souvent, quand j'entends les gens qui me disent « Ah, j'ai eu telle perte, mais ils ne l'ont pas respecté leur stop-loss. » Fait que quand ils ont l'honnêteté de le dire, c'est pas tout le monde qui va l'admettre, mais au moins, soyez honnête envers vous-même. Si vous ne le respectez pas, bien là, c'est votre responsabilité. Mais c'est là pour une raison, puis c'est là pour, dans le fond, nous permettre de gérer le risque, de trader. C'est pas parce qu'il y a un risque que c'est obligé d'être risqué. Moi, j'aime ça, cette analogie-là, de dire oui, il y a un risque quand on trade, mais est-ce qu'on est obligé d'avoir un comportement risqué? Puis de mettre un stop-loss, ben, c'est l'inverse, c'est d'être prudent, en fait, dans ça. Ça, c'est ma petite conclusion. Je ne sais pas si tu as un petit mot de la fin, François, que tu veux ajouter. Les gens sont quand même marqués par les chiffres. Donc, quand je donne cet exemple-là, ça frappe l'imaginaire, mais puis à moi aussi. Si vous trichez une fois par mois à 2 % de votre stop-loss, juste sur une transaction, 2 % par mois, ça représente 24 % à la fin de l'année. Donc, vous commencez dans le trou de 24 % seulement parce que vous avez triché. Donc, ça, c'est réfléchissez à cela. C'est mon mot de la fin. Puis essayez d'être discipliné. Stop-loss, discipline, rime avec, je ne sais pas ça rime avec quoi, là, mais gage de succès au final, je crois. Là. Fait que je vais y aller. Oui, je vais te laisser aller avec la fameuse maxime. Oui. Donc, un trader qui sait adéquatement se protéger est un trader qui dort très bien la nuit. Alors, bon trading à tous.